Nous sommes le 13 janvier 2026, oui, janvier qui court et qui court. On vous souhaite donc de passer un excellent mois de janvier malgré tout, parce que oui, le mois de janvier, on a tendance à dire que vraiment on vit la janviose, c'est difficile, c'est un mois de galère après les fêtes, mais tant qu'il y a la santé, nous rendons grâce à Dieu et puis on se dit que le meilleur reste à venir. Et comme notre réalisateur Michael Yamego a l'habitude de le dire, l'argent est bon mais la santé est meilleure. On vous souhaite donc d'être en bonne santé et nous avons une pensée spéciale à l'endroit donc de ces malades. Que Dieu étende sa main, la main de guérison sur vous. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque matin du lundi au vendredi pour l'aventure Bonjour le Faso. Toute l'équipe et moi, on vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Cette semaine, pour la rubrique à la découverte de Nous sommes à Ouagadougou, on vous fait découvrir le Centre national d'artisanat d'art de Ouaga. Vous contournez certainement ce centre-là. Vous ne faites pas attention, alors rentrez-y parce que si vous y allez, vous aurez des objets d'art à découvrir et à acheter pour meubler vos maisons et vos bureaux. Tout à l'heure, vous allez écouter donc ces artisans qui travaillent notamment au niveau du Sénat. Et la revue de presse de ce matin est présentée par Elhaj Amadé Soro. Et dans la rubrique invité du jour, nous avons décidé d'inviter les femmes, la section des femmes aveugles de l'UNABPAM, qui ont, cette section du moins, qui a organisé notamment des campagnes de sensibilisation et de dépistage du cancer de sein et du cancer de col de l'utérus au profit des femmes aveugles. Cette section des femmes aveugles sera là pour notamment nous parler de ces activités et ça sera l'occasion de voir aussi les difficultés que rencontre la femme aveugle, la jeune fille aveugle dans le milieu burkinabé. Mesdames et messieurs, voici planté le décor de l'aventure de ce matin. On vous invite à partager le sourire autour de vous chaque matin, si Dieu vous donne vie, bien sûr. On y va tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte du Sénat, le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. Donc, on vous invite à écouter nos artistes, nos artisans qui travaillent notamment au niveau du Sénat. On écoute et puis on revient. Il faut dire que le Centre national d'artisanat d'art, en abrégé Sénat, c'est un établissement public de l'État qui a été créé en 1970 et qui est aujourd'hui sous une des directions techniques de la Direction générale de la formation et de la recherche du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le centre ici regroupe des artisans et des artistes qui évoluent dans 11 sections. Il y a la section bronze, il y a la section peinture, il y a la section poterie, la section sculpture sur bois, la section broderie et la section pyrogravure. Voilà les 11 sections qui regroupent les 11 sections qui composent en tout cas les différentes sections du Centre national d'artisanat d'art. Voilà. Au-delà de ces sections-là, il faut dire qu'il y a l'administration qui coordonne, qui est là pour encadrer les activités de ces pensionnaires du centre-là. Et aujourd'hui, nous avons environ une centaine de pensionnaires, exactement 97 pensionnaires, qui exercent dans ces différents corps de métier là que nous avons évoqué tantôt. Voilà. À la tête de nous avons organisé ces sections et à la tête de chaque section, il y a un chef de section qui répond devant l'administration des différentes questions. C'est des objets d'artisanat, comme on dit, artisanat d'art. Voilà. Il y a des objets en bronze. Depuis la technique, il y a ici la technique de fabrication des instruments, des objets en bronze. Quand vous prenez chaque corps de métier, il y a des techniques. Quand vous prenez le bronze, il y a plusieurs techniques. On ne se lève pas en une journée et on fabrique un objet en bronze. Il y a tout un processus. De presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abzata.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. L'actualité est marquée forcément par ce léger remaniement ministériel au niveau du Burkina. On va découvrir d'abord les titres et on revient sur ce sujet. Tout à fait. Et nous commençons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, FESPACO par-delà les écrans, épître de Ghislaine Sano à Demba Sissoko. Réaménagement ministériel, 4 partants, 2 entrants, changement de dénomination et fusion de départements, disparition d'une embarcation de 300 migrants ouest-africains. Prions pour un miracle sur l'Atlantique, élimination précoce des étalons à la canne. Le football ne récompense pas toujours les efforts et les sacrifices consentis. Coach Brahma Traoré. La FBF promet en tirer toutes les leçons nécessaires. Demi-finale Cannes 2025, les supporters lancent les hostilités depuis Ouaga, vu par Anthony Plat. Place à présent au journal Le Pays, à la une du Pays, révélation. Arrondissement 11 de Ouaga, le commissariat de police mobile s'installe au marché de Yamtenga pour une semaine formation en protection civile. Le calendrier annuel de l'ISPEC dévoilé. Relations Burkina Faso-Vatican, les noces apostoliques et le chef de la diplomatie burkinabé échangent sur les perspectives de coopération. Et remaniement ministériel, les 2 nouveaux ministres en images. Enseignement supérieur et sciences du Burkina Faso et la Russie et la Fédération de Russie signé une convention. Excusez-moi. L'ONAB, agence de la cité de Naba Kango, les parieurs, se signale déjà en 2026. Actu Sport Cannes 2025, des décisions qui ont porté atteinte à la crédibilité de l'arbitrage africain, les coups de gueule de l'Algérie. Boulangerie épinglée pour manquement à la réglementation, le nécessaire renforcement du contrôle. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec les journaux Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, aveu de conjuré du 3 janvier 2026. Capitaine Prosper Kouliati, sergent-chef Salfo Yalwego et adjudant de police Moumouni Souré. Burkina Faso, léger lifting gouvernemental. Chine, position de l'ambassade de Chine au Burkina Faso sur la vente d'armes par les USA à Taïwan. Burkina Faso, Vatican, le noces apostolique chez le ministre Karamoko. Présidentielle et législative en Ouganda, jour J-3, l'opposant Bobi Wine contre Museveni Forever. News du jour, signature de convention Russie-Burkina en matière d'enseignement supérieur. L'ex-ministre des Transports Viviane Compaoré de la route retrouvée sans vie. Les TGI Ouaga 2 lancent un appel à témoins. Place à présent au journal Les Quotidiens. À la une du quotidien Immersion patriotique, 199 enseignants-chercheurs au pas de la nation. Remaniement gouvernemental, 4 ministres quittent, 2 autres font leur entrée. La liste complète des membres du gouvernement. Élimination des étalons à la CAN Maroc 2025. La déception est grande, mais la fierté demeure. Brahma Traoré. La FBF ne ménagera aucun effort pour tirer les leçons nécessaires. Propos donc du président de la FBF. Terminons avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, ministère des Infrastructures et du Désenclavement, 261 km de routes bitumées en 2025. Autant le dire, tout peuple est condamné à se défendre. Journalisme sensible au conflit. Au-delà du trophée, je suis reconnaissante de pouvoir expliquer le sens réel de ce travail. Libération des emprises des voies publiques. Avis partagé des commerçants à Bobo Dioulasso. Investissement. Sisterail réceptionne 2 wagons porte-conteneurs d'origine chinoise.
Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. Et comme je le disais en introduction, donc c'est vraiment le remaniement ministériel qui fait la une des actualités aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce remaniement? Oui, c'est vrai qu'on a été pris de court. Hein. Vous avez bien vu que les confrères de la presse écrite n'ont pas fait des éditos d'abord pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce remaniement ministériel. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il fallait du sang neuf dans l'équipe gouvernementale. Parce qu'à un certain moment, si vous avez suivi aussi sur les réseaux sociaux, les gens avaient commencé à critiquer un peu, à demander est-ce qu'on ne va pas procéder à un remaniement pour injecter du sang neuf dans l'équipe gouvernementale. C'est ce qui a été fait. Nous-mêmes, nous avions fait la remarque que dans certains départements ministériels, alors il fallait qu'il y ait en fait des responsables convaincus de l'idéal révolutionnaire. Et ce n'est pas forcément les premiers responsables, hein. Ça peut être au niveau donc inférieur, où souvent il y a des blocages, il y a des lourdeurs administratives qu'on constate. Et c'est tout à fait normal que dans la marche d'une nation, de temps en temps, il y ait donc ce qui est aujourd'hui de façon appelée un lifting, un réaménagement pour donner un nouvel élan à l'action gouvernementale. Ce qu'il faut donc dire que, puisque quand on se base sur les évaluations qui ont été faites l'année passée par le Premier ministre, presque tous les ministériens ont atteint, sinon dépassé la moyenne. Donc ce n'est pas forcément pour dire que ceux qui n'ont pas été reconduits, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont manqué à leurs occupations, à leurs obligations ou à leur mission. C'est le nécessaire réaménagement qui fait effectivement que cela arrive. Quand on prend par exemple le ministère des infrastructures et du désenclavement, on vient de lire un titre le ministère a procédé au bitumage de plus de 261 km en 2025. Et ce n'est pas rien pour un pays comme le Burkina Faso. Il y a aussi une nécessité qui est d'optimiser les dépenses de l'État, ce qui s'est traduit par la fusion de beaucoup de ministères. Par exemple, vous n'allez plus voir le ministère des infrastructures et des désenclavements, vous n'allez plus voir le ministère de l'urbanisme. Ces deux ministères-là ont été fusionnés dans un grand ministère appelé ministère de la construction de la patrie. Vous allez voir. Oui, changement de dénomination et puis de fusion. Et on a réduit le nombre de ministères là de 24 à 22 pour optimiser, comme je l'ai dit, les charges de l'État. Parce que l'idée aussi, l'optique, c'est effectivement de travailler à réduire considérablement le train de vie de l'État. Cela donc passe, comme je l'ai dit, par le réaménagement, la fusion de certains ministères. On a vu également des appellations, des nouvelles dénominations, comme par exemple le ministère de la Guerre, de la Défense patriotique. Ce n'est pas nouveau, puisque du côté des États-Unis, Donald Trump aussi a rebaptisé son ministère de la Défense un ministère de la Guerre, pour effectivement être en phase avec ce que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé la guerre de haute intensité, parce que ce n'est pas encore terminé. Et nous voyons chaque jour que l'actualité lui donne raison. Ce qui se passe au niveau du Venezuela, ce qui se passe, n'est-ce pas, en Afrique, sur d'autres terrains, théâtre d'affrontement, mais aussi ce qui se prépare. On ne le souhaite pas, mais au niveau du Moyen-Orient, il y a des préparatifs qui sont faits et qui sont en cours pour déclencher un autre conflit. Rien qu'hier, je lisais un commentaire d'un soldat américain qui est dans la région, qui disait qu'ils étaient prêts à lancer une nouvelle offensive contre l'Iran, par exemple. Donc ça veut dire que rebaptiser ce ministère de la Défense en ministère de la Guerre, c'est tout à fait indiqué, et la défense patriotique, parce qu'il faut introduire des notions révolutionnaires dans l'attelage gouvernemental. C'est pourquoi
ce n'est plus le ministère de la fonction publique. Oui, ça, honnêtement, Voilà. ce nom m'a... C'est le ministère des Ça a retenu mon serviteurs attention. du peuple. Les serviteurs du peuple. Voilà. Ça veut dire que le fonctionnaire qui est dans son bureau doit savoir qu'il est là pour servir le peuple. Parce que ça tranche avec cette mentalité. Et souvent, quand vous vous rendez dans les services, c'est comme si en réalité vous venez demander. Non, c'est votre droit. L'État, c'est pour tout le monde. Mais comme tout le monde ne peut pas être au bureau, on a délégué des gens pour travailler au nom du peuple. Donc, ce sont des serviteurs du peuple. Voilà. Et en tant que tels, ces personnes donc, doivent savoir qu'en réalité, ils sont là pour une mission. On a aussi remarqué l'entrée de Madame Annick Zengue Ouattara au niveau donc, du ministère en charge des sports, oui. et de la jeunesse et de l'emploi. Je ne la connais pas particulièrement, mais vu en tout cas les images et quelques notes que nous avons pu recueillir, c'est une personne dynamique qui pourra en tout cas impulser, donc donner un nouvel élan au sport au niveau du Burkina Faso. Sans oublier bien sûr les professeurs Moumouni Zongorana, c'est Oui. votre ancien Oui, professeur de lettres modernes. lettre moderne. Oui, quand moi j'étais en lettres modernes, le professeur principal c'était de littérature orale, c'était Tout à donc fait. le professeur Albert Ouedraogo, et le professeur Moumouni Zograna nous tenait en travaux dirigés, Très en bien. TD. Qui remplace donc le docteur C'est ça. Boukari Saoudou, qui n'a pas aussi démérité, Oui. qui a aussi eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de propositions au niveau donc, du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Et naturellement, on salue au passage le ministre Somda, et au niveau du sport, qui a également fourni des efforts dans ce domaine, et sans oublier bien sûr le ministre Barrot. Et au niveau de l'environnement, il n'y a Pour plus de ceux qui ministère de sont l'environnement. sortis. Il n'y a plus de ministère de l'environnement puisque ça a été... le terme même environnement n'apparaît plus dans l'attelage actuel, mais c'est le ministère de l'eau qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, Ok. donc dirigé par le commandant Ismaël Sombier. Comme je l'ai dit, on a pris des cours, mais ce qu'il faut retenir donc, c'est que ce lifting-là était nécessaire parce que ça va donner un nouveau sang à l'équipe gouvernementale et également donner l'impression, en tout cas l'engagement que le Burkina Faso, notamment dans le domaine de la réduction du train de vie de l'État, fait des progrès, mais aussi dans l'optimisation des dépenses de l'État. Et nous souhaitons, en tout cas, bon vent, et bien sûr à l'équipe de Rim Talba 2, le Premier ministre Rim Talba qui a été reconduit, qui a donc bénéficié une fois de plus de la confiance du chef de l'État, l'équipe d'Ibrahim Traoré, et qui dirige avec maîtrise donc l'équipe gouvernementale. Nous souhaitons en tout cas bon vent à cette nouvelle équipe gouvernementale et qui va naturellement travailler pour la conquête du territoire, pour effectivement offrir les services sociaux de base, parce que dans son discours à la nation, à l'occasion du Nouvel An, le chef d'État est revenu sur un grand nombre de projets gigantesques qui seront donc accomplis en 2026 au profit des Burkinabés. Merci beaucoup, Elage. D'accord. Et puis pour la suite, donc nous allons souhaiter bon vent au ministre entrant et nous allons partir pour découvrir les couleurs du temps présent. C'est parti pour la météo. Nous recevons ce matin Madame Safiatou Ouedraogo Compaoré, présidente du Comité national des femmes aveugles de l'UNABPAM, entendez par là l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants. Bonjour à vous, Madame Ouedraogo. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes également avec Madame Martine Nikiema Nebilgo. Elle est enseignante et trésorière générale du Comité national des femmes aveugles de l'UNABPAM. Bonjour à vous, Madame Nikiema Nebilgo. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. D'accord. Merci à toutes les deux d'être ici pour nous parler de votre comité et surtout parler de cette activité que vous avez organisée au profit des femmes aveugles et non-voyantes. Alors, Madame la Présidente du comité, pour commencer, présentez-nous le Comité national des femmes aveugles de l'UNABPAM. Ok, merci.
le Comité national des femmes aveugles de UNABPAM a été créé en 1995 par le feu Dr Siaka Tiara. Ok. La première présidente est Madame Touré Madeleine et je suis actuellement la 3e présidente des femmes du Comité national des femmes de UNABPAM. D'accord. 3e présidente, depuis quelle année alors? Depuis 1995 de nos jours en 2026. Mais vous êtes présidente depuis quelle année? Depuis 2024. Depuis 2024. Oui. D'accord. Alors, Madame Nikema, c'est quoi en fait l'objectif de ce comité-là des femmes au sein de l'UNABPAM? D'accord, merci bien de nous recevoir sur votre plateau. Voilà, le Comité national des femmes aveugles au sein de l'Union nationale des associations burkinabé pour la promotion des personnes aveugles et malvoyantes. Pourquoi un comité national des femmes? C'est au regard de notre statut de femme. Parce que généralement, quand on dit « je suis une femme », c'est le genre. Oui. Je suis un homme, c'est le genre. Mais quand on dit une femme aveugle, un homme aveugle, il y a aussi un genre. Les personnes handicapées, d'accord. Mais les femmes handicapées, en particulier, parce que nous avons des besoins spécifiques qui ne sont pas toujours des besoins partagés par les hommes. D'où un comité national qui regroupe toutes les femmes qui adhèrent à notre union pour parler spécifiquement des questions intéressant la femme aveugle et la fille aveugle. Voilà. Donc, c'est vraiment... donc, ça veut dire que l'objectif, Madame Nikema, c'est surtout s'intéresser aux questions spécifiques de la jeune fille et de la femme aveugle. C'est exactement ça. Et défendre certainement leurs droits. Leurs droits, voilà, leur cause au sein du grand groupe qui est l'Union nationale des personnes aveugles et malvoyantes. Madame Ouedraogo, pour revenir au problème que rencontre la jeune fille aveugle ou la femme aveugle, qu'est-ce qu'on peut dire sur les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Nous rencontrons beaucoup de difficultés au quotidien parce que jeune fille même, c'est d'abord une difficulté. Être jeune fille aveugle, c'est plus la vulnérabilité est là. Parce que bon, nos filles aveugles ignorent beaucoup les conséquences de l'adolescence. Ça donne beaucoup, les gens les flattent de gauche et à droite et beaucoup tombent enceintes sans partenaire et d'autres même sans reconnaître souvent même le partenaire, même qui les a enceintés. Oui. Et souvent les hommes qui sortent avec eux, c'est la nuit. Ils n'aiment pas se faire visible la journée. Donc, personne de la famille ne peut même pas connaître leur partenaire. Et s'il y a des problèmes, en tout cas, plus la vulnérabilité est là. Ils sont abandonnés par eux-mêmes. Avec un enfant dans les bras, c'est pas facile. Vraiment, nous rencontrons tellement de difficultés avec nos filles dans l'association, au niveau du comité national des femmes aveugles. Madame Nikema, pour ajouter sur les difficultés de la jeune fille, ensuite on parlera des femmes. D'accord. Les difficultés de la jeune fille sont les mêmes que les jeunes filles de façon générale, mais avec plus de difficultés au regard de nos besoins spécifiques en relation avec le handicap visuel. Vous voyez, quand nous prenons même, ne serait-ce la considération au sein de la famille, la jeune fille en général n'a pas la même considération que le garçon. Encore plus quand on est une jeune fille aveugle. Donc on a des problèmes de scolarité, et problèmes de prise en charge sociale, problèmes même d'insertion dans notre société. Parce qu'on n'a pas toujours la voix à la décision, on n'a pas le droit à la parole, on décide tout à notre place et on n'a même pas la chance d'aller à l'école. Et quand on va à l'école, comme la présidente vient de le dire, il y a de fortes chances que nous quittions l'école plus tôt
parce qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent à nous comme obstacles. Il y a la vue même de la société à notre égard. Oui. Pourquoi envoyer une femme aveugle à l'école? Puisqu'il faut dire, notre mental, c'est depuis longtemps. Hein? C'est au regard des différentes approches dont les personnes handicapées ont fait l'objet. Donc jusqu'à présent, la fille handicapée visuelle continue d'être victime de ces considérations-là. Bon, c'est une qu'il faut déposer à la maison. À la limite, si on t'a respecté, on te trouve peut-être un homme, on ne demande pas ton avis. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait de toi, c'est pas ton problème. Et là, c'est quand on t'a respecté, sinon on t'ignore complètement, tu es complètement effacé. Donc, la scolarité, on n'en parle pas. Et quand tu arrives à l'école, l'éducation de la fille aveugle, ça coûte cher. Il y a non seulement le coût même de l'éducation en tant qu'enfant handicapé, mais ce que ça vient s'ajouter comme dépense en tant que fille handicapée et toutes les obstacles qui se présentent, la puberté, et l'éloignement de l'école, les réalités de la ville, le détachement avec la famille biologique la plupart du temps. Parce que il faut forcément des écoles spécifiques. Toutes les écoles ne prennent pas forcément en compte le handicap visuel et n'acceptent pas forcément le handicapé visuel, même si on parle d'inclusion aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous constatez aussi, Madame Nkema. Bon, en tout cas, en tant qu'enseignante, ça veut dire la tendance actuelle, c'est l'inclusion à tous les niveaux. Maintenant, est-ce que c'est réel? Mais est-ce que la réalité sur le terrain me permet à moi, enfant handicapé visuel ou autre handicap lourd, par exemple la surdité, de m'inscrire à l'école de mon village? C'est ça. Est-ce que le personnel est formé pour ça? Est-ce qu'il y a un équipement pour me recevoir? Moi, j'ai besoin de tablettes de poinçon. J'étudie en braille. Est-ce que l'école de mon village, mon enseignant qui va me recevoir au CP1 connaît le braille? Est-ce qu'il y a une tablette et un poinçon que je puisse avoir pour écrire dans cette école? Donc, la plupart du temps, et nous sommes obligés de nous déplacer pour trouver des écoles à mesure de nous accueillir et de nous donner les mêmes chances que les autres. Oui. Voilà. Donc, ce sont des problèmes qui se situent à plusieurs niveaux. Madame Ouedraogo, on revient à vous. On a parlé du côté éducation, mais on sait qu'au niveau de la santé aussi, pour les femmes handicapées visuelles, il y a pas mal de difficultés aussi. D'accessibilité aux soins, souvent. Vraiment, pour la santé des femmes aussi, en tout cas, c'est vraiment difficile avec nos membres. La plupart de nos membres même se trouvent dans les provinces. Oui. Donc, aller à l'hôpital, c'est pas permis à tout le monde. Et tu peux aller à l'hôpital, mais l'ordonnance qui coûte très cher, qui va procurer les médicaments pour toi, c'est ça aussi, c'est très difficile. Et ça, nous, au niveau du comité des femmes, nous les sensibilisons beaucoup à la protection pour même ne pas tomber malade et sexuellement transmissible ou on leur procure des sensibilisations tellement on cause avec eux. Sinon, c'est très difficile avec une femme handicapée et au niveau de la santé sexuelle reproductive, c'est pas facile. Oui. Et santé même et de notre corps, n'en parlons pas. Vraiment, c'est difficile avec nous. Madame Nkema, vous voulez ajouter quelque chose sur l'aspect santé? Effectivement, vous parlez d'accès au centre de santé. C'est ça. C'est vraiment pas simple. Et c'est vraiment un des objectifs du Comité national des femmes. Parce que quand on parle de la santé, ça préoccupe tout le monde. Mais quand on parle de la santé de la femme, c'est une autre réalité. Et santé pour l'accès à la santé pour la femme aveugle, c'est encore une autre réalité. Pourquoi cela? Parce que qui dit accès à la santé parle de plusieurs conditions. Il y a la disponibilité géographique des offres de soins, il y a le coût, il y a l'acceptation, il y a l'accès physique
pour ne citer que cela. Mais quand nous prenons tous ces paramètres, d'abord, est-ce qu'au niveau du centre de santé de mon village, je peux y accéder? Oui, parce qu'en principe, tout le monde a droit à la santé. Le centre de santé est ouvert pour tout le monde. Mais quand j'y vais, est-ce que j'ai quelqu'un qui a mesure de pouvoir communiquer comme il se doit avec ma personne? Voilà. On va peut-être dire oui, j'entends, c'est vrai, mais souvent les gens ignorent certaines choses. Oui. Quand on parle de questions de santé, surtout de la santé sexuelle et reproductive de la femme, c'est des questions intimes, c'est sa vie privée. Bien sûr. Et quand je me fais accompagner, parce que je ne peux pas y aller toute seule, on s'adresse plutôt à mon accompagnante plutôt qu'à ma personne. Ou bien il y a de ces considérations dans l'accueil-là qui ne me permet pas de m'ouvrir, de me sentir à l'aise pour exposer la cause de ma venue dans une telle structure. Secondo, quand je quitte et même quand j'arrive à braver tous ces paramètres, je sors avec une ordonnance qui te dit de parler de sexe et toi tu parles de santé sexuelle et reproductive. En principe, ça ne doit même pas te préoccuper. Il faut plutôt chercher peut-être à manger. Alors que j'ai besoin de cette santé-là aussi pour m'affirmer. C'est un droit. Oui. Et ce droit, c'est pour tout le monde. Donc, je n'ai personne pour m'aider à assumer cette ordonnance, à les honorer. Donc, tout ça là, ce sont des difficultés. Donc, il faut d'abord aller peut-être par la sensibilisation au niveau préventif. Et comme on ne peut pas tout prévoir, si c'est que nous ne souhaitons pas arriver, ça veut dire nous tombons malades, que nous sachions où aller et aussi comment se prendre avec les agents de santé pour pouvoir accéder à l'information. Parce que nous avons cette difficulté. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Ok. Et elle a tout dit, c'est vrai, mais même si on sollicite un accompagnement au niveau des services sociaux de santé, on arrive à l'hôpital, la queue est là. La personne t'accompagne à 8 heures. Tu dois prendre la queue jusqu'à 12 heures pour avoir... tu prends le rang. Arrivé à ton tour, tu rentres. La personne qui t'accompagne, d'autres même pas te laisser là-bas. Il y a d'autres qui vont t'attendre, mais demain, ils n'auront plus le temps pour toi. Tu vas prendre toute la journée. Donc, nous, on profite, solliciter ici, et dire aux agents de santé, s'il y a une personne handicapée visuelle dans leur service sanitaire, on nous favorise à rentrer premièrement. Parce qu'on n'est pas mieux que les autres, mais nous sommes accompagnés. C'est l'accompagnement qui est le problème. Et donc, pour même trouver quelqu'un, souvent, c'est pour difficile. les déplacements. C'est très difficile pour trouver quelqu'un. D'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas évoqué l'aspect accouchement? Parce que... Bon, je disais, ça allait venir. Oui, parce que quand on parle de santé, il y a que, vous avez dit, la santé reproductive et sexuelle, c'est naturel. Parce qu'une femme, bien qu'aveugle, à un certain âge, elle a besoin aussi de ça. Elle va donner vie. Parce qu'elle va se marier, elle va donner vie. Donc, arriver à ce niveau aussi, vous rencontrez des difficultés avec les agents de santé. Parce qu'on sait que généralement, même pour nous autres, c'est pas facile souvent avec les agents de santé. Quand vous arrivez pour l'accouchement, avec les douleurs des contractions, c'est pas facile. Hein? Bon, on vous passe le bonjour. Si ce ne sont pas toutes les sages-femmes, mais en tout cas, souvent, ce n'est pas facile. Donc, imaginez une qui ne voit pas, qui ne sait pas peut-être même où s'asseoir, mais qui vit les mêmes douleurs au même degré que les autres femmes. Oui, c'est juste. C'est juste. En tout cas, c'est comme vous l'avez dit. Déjà, on peut dire merci à ce que nous observons. Il y a quand même un changement qu'on observe. Super. Mais nous leur demandons encore de faire plus. C'est ça. Voilà. Il y en a qui sont sensibles et d'autres pas.
Alors que je pense que ça doit faire partie de leur formation, que ce ne soit pas selon mes états d'âme que je traite la personne handicapée, mais que ça fasse partie de notre profession, comment je vais dire, de la déontologie. Voilà. C'est une patiente comme les autres, mais une patiente a besoin spécifique en raison d'un handicap. Donc pour ce faire, j'arrive par exemple pour un pesé d'abord. Je me fais accompagner par la petite qui m'a accompagnée ici. Et on veut qu'elle m'accompagne jusque dans la salle, m'assister sur la table que je vais monter pour les examens physiques. Vous voyez ce que ça fait? C'est grave, ça. C'est pas joli. Ça arrive, on observe souvent ça. Ça pourrait même être une grande personne. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle m'a accompagnée, qu'elle connaît tout ce que je vis? Est-ce que j'ai envie qu'elle apprenne ce que je partage? Je ne veux pas partager avec quelqu'un? Voilà. Donc, c'est des réalités. Est-ce parce que les agents de santé ou bien les services où vous allez, les gens ne veulent pas prendre la responsabilité de vous tenir la main, de vous assister, qu'ils préfèrent que l'accompagnante le fasse? Voilà. Bon, pour moi, c'est pas toujours si à ma fait, mais la personne se dit peut-être, voilà, je ne sais pas comment me prendre avec une telle personne, parce que je n'ai jamais traiter un cas pareil. Il y en a aussi qui disent je ne suis pas formé pour ça. Voilà. Donc c'est tout de même des réalités que nous vivons. Il y en a qui acceptent vraiment à cœur ouvert, très gentiment, de nous aider, même après les soins, de nous raccompagner jusqu'à la porte, souvent pour nous aider à pouvoir partir. Voilà. Mais tout comme il y a des gens aussi qui attendent à ce que nous fassions tout seuls. Donc et pour se dire, ils pensent même pas que... Il y en a qui ne pensent même pas que nous ayons un minimum d'autonomie dans ce sens. Donc, ils pensent que c'est l'assistante qui doit tout faire pour nous. Donc, on lui dit oui, allez-y. Ou bien l'assistante elle-même peut ne pas vouloir sortir. Mais je me dis, si moi qui lui ai demandé service, je vous dis, sors. Vous voyez, vous allez sortir. Mais c'est sûr que vous serez frustré. Est-ce que demain, vous serez encore motivé? Mais si c'est la soignante qui dit, s'il vous plaît, attendez-la dehors. Vous voyez que c'est plus facile. Bien sûr. C'est plus professionnel. Donc il faut avoir l'information aussi au niveau des centres de santé. Donc, voilà pourquoi nous donner disons de l'intimité à la femme. Donc. Mais souvent, c'est l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance. Voilà, c'est pas si à ma fin. Ok. Et donc, même au niveau, forcément pour les pays et autres, même pendant l'accouchement, il faut donc donner de l'intimité à cette femme. Merci. Merci. C'est autant de choses, autant de difficultés que vous rencontrez. On a parlé de l'école, on a parlé de la santé. Et je sais que le sport, vous vous battez au niveau donc de l'UNAVIPAM pour permettre à la personne handicapée de pratiquer le sport également. N'est-ce pas, Madame Ouedraogo? Oui, mais ce n'est pas facile toujours. Ce n'est pas facile toujours. On va l'instaurer. Au niveau du comité des femmes, on n'a pas pensé à ça pour le moment, mais on va l'instaurer. Mais c'est l'UNAVIPAM en général, il y a des sportifs. Oui, l'UNAVIPAM en général, il y a des sportifs. Pourquoi vous, au niveau des femmes, vous ne faites pas le sport? Bon, il faut dire, les femmes pratiquent le sport, puisque quand nous prenons parmi les athlètes, on a des athlètes filles aveugles. Voilà. Qui participent à des compétitions au niveau international même. Voilà, je peux citer Ouelgo de Bobo par exemple. Voilà. Mais nous, on a pratiqué le sport à son temps. Alors, voilà, on a fait du vélo, on a fait de l'athlétisme à son temps. Voilà. Mais maintenant, avec les réalités du moment, en tout cas, le sport, c'est peut-être individuel à la maison. Mais en groupe, là, on ne l'a pas encore... pratiquer. D'accord. Voilà. Merci pour cette suggestion. C'est important pour notre santé et pour notre équilibre. Merci beaucoup. Ce que je veux savoir, est-ce que les lois du Burkina permettent aujourd'hui de protéger, de prendre en charge ou de préserver les droits des personnes handicapées visuelles? Madame Nikema, pour commencer, parlant de notre part. Présidente, allez-y, là je vais d'accord. Non. Ah bon, ok. Présidente vous a donné la parole. La présidente va continuer. Ok, sur à ce qui concerne
les textes là, par rapport à la protection et à la promotion de la personne handicapée en général, donc la personne handicapée visuelle en particulier, nous en avons. Oui. Voilà, que ce soit des conventions au plan international, au plan régional et même au niveau national. Il y a vraiment des dispositions de protection sociale. Voilà. Mais maintenant, ce que nous attendons, il y a des pas réels sur le terrain que nous observons. Et pour preuve, nous sommes là sur votre plateau. Chacune de nous a un matricule. Vous êtes fonctionnaire. Voilà, nous sommes tous des fonctionnaires. Maintenant serviteurs, hein, parce que voilà, nous sommes des serviteurs depuis hier. Voilà, depuis hier. Voilà, nous ne sommes plus des fonctionnaires, mais des serviteurs de l'État. Voilà, c'est du public. Voilà. Merci. Donc ça veut dire que oui, on prend en compte, dans le recrutement des personnes handicapées visuelles. Oui. Okay. Il y a même des recrutements spéciaux qui prennent en compte uniquement les personnes handicapées visuelles, tout comme les autres handicaps. Okay. Voilà, mais seulement que le nombre est minime. C'est parfois un poste, 2 postes, 3 postes. Alors que vous voyez que pendant longtemps, nous avons chômé, nous avons attendu. C'est en 2014 qu'on a commencé les recrutements. Donc ça fait que bon, le nombre est quand même important. Donc il y a beaucoup qui attendent toujours. Voilà, beaucoup qui attendent. Et encore avec les sensibilisations, beaucoup d'enfants handicapés sont inscrits et se maintiennent à l'école, donc sortent avec des diplômes. Donc nous demandons si l'État peut faire des efforts pour recruter plus, pour nous permettre d'avancer. Voilà. Autre réalité, même au niveau des déplacements et autres, nous avons ce qu'on appelle la carte d'invalidité qui nous donne des faveurs. Voilà. Sauf que sur le terrain, à ce niveau, il y a un impact, mais pas comme nous le souhaitons ou pas comme la carte l'a si bien inscrite. Voilà. Nous attendons encore que d'autres choses se fassent pour encore nous protéger, pour nous promouvoir. Et quand vous prenez les rencontres, que ce soit au niveau étatique ou des ONG, de plus en plus, on inclut les personnes handicapées dans les consultations. Voilà. Mais ce que nous demandons à ce niveau aussi, que ce soit une implication de bout en bout, que rien ne se fasse pour nous sans nous. Voilà. Que du début, ça veut dire au niveau de la consultation jusqu'à l'évaluation d'un programme là, que les personnes handicapées aient une place de choix. Parce que nous sommes quand même importantes dans la population au regard de notre nombre et au regard de nos besoins. Voilà, voici ce que je peux dire. La présidente va ajouter. Et moi, je souhaitais que les associations qui s'occupent des droits des femmes sont souvent à nous, les femmes handicapées visuelles. Parce que nos membres ignorent beaucoup leurs droits. Si les associations s'approchent à nous, et on va organiser nos membres, ils vont venir causer avec nous, nous donner nos droits et nos devoirs en tant que femmes et filles aveugles. C'est important. On va parler maintenant des activités que vous avez organisées pour... c'était juste la semaine dernière, non? Il y a 2 semaines là. Oui, 2 semaines. Voilà, il y a 2 semaines comme ça. Les fêtes. Ok, c'était en décembre que vous avez organisé une série d'activités. Il y a eu le sport dont je parlais. Et puis, pour le cas spécifique du comité des femmes aveugles, c'était notamment des dépistages au profit des femmes aveugles, dépistage, voilà, arbre de Noël pour les enfants, dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus pour les femmes aveugles. Pourquoi vous avez initié cette activité, Madame la Présidente? Ok, on a constaté que le cancer du col et de l'utérus et du sein est devenu vraiment la santé publique. Et beaucoup en souffrent, d'autres en meurent. Et nos femmes sont les plus vulnérables et les plus victimes de cette maladie. Et si on s'était et que ça atteint beaucoup nos membres,
pour les soignants, c'est très coûteux. Et ceux qui vont ignorer même, et très tardivement, ça devient mortel. Voilà pourquoi on a décidé ensemble de chercher l'accompagnement d'un médecin qui va venir sensibiliser les causes et les conséquences de cette maladie à nos membres et vraiment les inviter à se dépister très tôt. Si on se dépiste et on sait que tu n'as pas la maladie, ouf, très contente et la vie circule. Et c'est que chaque année tu fais ton dépistage et tu s'en sors. Si tu as la maladie et si c'est pas tardif, on peut te sauver. Et si c'est tardif, ça ne peut rien pour toi. Voilà pourquoi on a pensé ensemble à initier cette sensibilisation avec notre ami et médecin, M. Semporé Materin, qui a bien voulu nous accompagner. C'est ça. Oui, qu'on dit merci vraiment et qu'on souhaite qu'il répète ce genre de trucs. C'est important, hein, Madame Ikema, de pouvoir sensibiliser. Parce que nous nous occupons des questions spécifiques aux femmes et aux filles aveugles. Et le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, c'est du cancer féminin. C'est comme ça que je l'appelle. Et quand nous prenons, comme on venait de le dire, nos membres sont souvent stressés ou manquent d'informations. Sinon, nous savons que dans les centres de santé, il y a des dépistages qui se font, surtout au mois d'octobre. Voilà. Donc, beaucoup de femmes ont la chance de participer et d'avoir leur statut à 0 francs. Mais quand nos mamans n'ont pas cette information, elles n'y iront pas. Et même quand elles ont l'information, souvent, par peur d'être mal accueillies ou de ne pas se faire comprendre, parce que quand on dit ça, ce n'est pas seulement les agents de santé, hein, même les patients là, que tu arrives à trouver là, on porte un jugement sur la personne. Donc ça peut décourager certaines personnes. Elle aussi, elle est venue. Donc, du coup, quand tu apprends ça, soit tu t'énerves et tu fais du bruit, ou bien tu te replies et demain, tu n'as plus envie de revenir. Donc, voilà pourquoi nous avons saisi cette opportunité pour donner de la chance à nos membres spécifiquement, avec des personnes qui comprennent comment il faut se prendre avec nous, comment il faut communiquer avec la femme aveugle, pour lui donner cette information, pour lui donner les mêmes chances que ses consoeurs femmes. Et effectivement, suite au dépistage, on est plus contente parce qu'on a au moins vérifié qu'on n'est pas malade. Ou bien qu'on doutait qu'on était malade, mais ça ne l'est pas, ou on pensait qu'on n'était pas malade du tout, alors qu'on l'était. On peut ne pas être atteint du cancer, mais atteint d'un autre mal qui a peut-être les mêmes symptômes, et donc on faisait la confusion. Et c'est surtout les questions des femmes qui m'ont beaucoup émerveillée, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, elles en avaient besoin. Elles en avaient besoin, et ce que nous avons fait est très utile. Beaucoup de questions sont ressorties, et c'est sûr qu'elles ne l'auraient pas posé si ce n'était pas face à un médecin qui était acquis à notre cause. Voilà. Donc, on peut dire que c'est un bilan positif pour cette activité. Ok. Maintenant, au sortir de cette activité, nous sommes dans une nouvelle année. Madame la Présidente, est-ce que vous prévoyez encore des activités pour les mois à venir, un programme défini? Bon, vraiment, on attend toujours des partenaires, des situations, avec la situation nationale, les partenaires se font rares, donc on attend toujours des partenaires pour venir nous soutenir à répéter ces genres d'activités. Vraiment, il y a
si je peux vous profiter de votre... Vous ne pouvez pas citer de partenaires. Non, mais on voulait juste saluer la famille Kanazoué. Ah, d'accord. Oui, la famille Kanazoué qui, avec Adja Mamounata Kanazoué, qui nous soutient beaucoup. On l'a dit merci et que Dieu la bénisse. Amen, merci beaucoup. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, les choses avec la nouvelle année, effectivement, on a des perspectives si tout fonctionne bien. Voilà, donc on a un peu fait des sollicitations ici et là. Donc, même avec notre structure mère, l'UNABEPAM, voilà, on a souvent des opportunités. Et si l'occasion se présente, la sensibilisation, on va rebeloter, et le dépistage également, on va le faire, puisque quand nous le faisons, c'est avec les élèves et les femmes aveugles. Donc c'est très important, et nous projetons même inclure les femmes des régions, puisque le comité national, ça regroupe les femmes aveugles et malvoyantes de tout du pays entier. C'est pas seulement de Ouagadougou, c'est national. Donc, en plus de ça, on a des formations qu'on projette sur les activités génératrices de revenus. Ok. Voilà. C'est quoi comme activité que vous apprenez à personnes spécifiques, femmes aveugles? Présidente, oui, les activités généralement de formation. Les activités, on a la fabrication des savons liquides, les savons en boule, les kabakuru, les détergents, la pâte d'arachide. Ah, vous voyez. Nous tissons les picots et les chaises. Nos femmes tissent. Ah oui. On fait des sacs en perlage. Et vraiment, c'est trop, hein. C'est bien ça. Elle peut ajouter. Si. Oui. Bon, au fait, il faut dire les activités génératrices de revenus. C'est tout ce que nos femmes peuvent faire sans que ce ne soit pour elles dangereux. D'accord. Voilà. Et entre autres, c'est comme elle a cité. Voilà. Mais en fonction de chaque localité, on peut privilégier telle ou telle activité. D'accord. Voilà. Par exemple, une zone où, par exemple, la germination du mil est une activité qui peut se mener facilement. La femme aveugle peut le faire, puisque c'est une activité qui ne demande pas beaucoup de mouvement. Voilà. Même la production de Sumbala, nos femmes le font correctement. Voilà. Super. L'artisanat, il y en a même qui font, comment on appelle ça, le jardinage aussi. Et surtout l'élevage, nos femmes en font. Voilà. On les a formées sur ça, notamment l'élevage de la volaille, voilà, locale, et le petit ruminant aussi, qu'on projette, si tout va bien, pour cette année. D'accord. Voilà. Merci, notre temps est terminé. Oh là là. Donc 30 secondes pour les mots de fin. Donc, on commence par la présidente. Ok. Présidente. Donc, alors, nous voulons inviter la population de venir payer nos articles. C'est pas sale, c'est bien traité. C'est vrai qu'on ne voit pas. C'est exposé où ça? À l'ABEPAM. À l'ABEPAM, ok. Oui. Et on souhaite sur votre antenne aussi demander le partenariat à la population. Maintenant que les commerçants, les particuliers songent à nous. Ok, merci. On voulait remercier votre radio et à la télévision Savane TV. Et nous remercions toujours la presse de toujours nous soutenir en couvrant nos activités. C'est comme ça qu'on aurait plus de visibilité. Merci. Mais c'est quoi vos produits que vous exposez à l'UNABEPAM? Ce sont les savons? Les savons, les lipicots, les chaises, les sacs en perlage, les Sumbala. Ok, donc passez à acheter ces produits-là du comité des femmes aveugles. Madame Bikiema, pour finir, votre mot de fin. D'accord, on aurait dû commencer par là. Alors, c'est quoi? Bonne année à
ça va m'aider. Merci c'est ça. En tout cas, je dis plein succès à vos activités et vous dire merci pour garder vos portes ouvertes pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On dit au revoir également aux téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve, Inch'Allah, demain. Kiss.